Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous et j'aimerais remercier tout spécialement M. Omar Ferzi pour son introduction très chaleureuse d'une part et puis très détaillée aussi sur le nom de ce télescope dont je vais parler, le télescope Hubble. En fait, c'est un complément à ce que je vais vous présenter qui est extrêmement apprécié, je dois dire. Tous les détails qu'il a donnés sont extrêmement précis, y compris l'altitude, l'orbite du télescope Hubble, 600 km. Disons, je suis vraiment très content que vous ayez abordé cette présentation de cet après-midi avec cette introduction. J'apprécie énormément. Je me remercier tout spécialement Son Excellence l'ambassadeur Guillaume Scheurer, ambassadeur de Suisse ici au Maroc, et les deux académies, l'Académie du Royaume du Maroc, l'Académie Hassan II des sciences et techniques, pour cette invitation de passer ce moment avec vous ici à Rabat. J'étais déjà hier à Casablanca à visiter des industries dans le domaine aérospatial ici au Maroc. J'étais impressionné par le talent et la qualité du travail qui est fourni dans ce domaine. Et puis aujourd'hui, c'est un domaine un peu différent, c'est le domaine plutôt intellectuel, c'est l'astronomie, la recherche, la science. Ce sont tous les deux des domaines qui me passionnent. Et encore une fois, j'apprécie beaucoup cette opportunité de me plonger dans la culture et les technologies développées ici au Maroc, pays que j'adore, et je vais y revenir, croyez-moi. J'ai eu, comme déjà mentionné, une formation en sciences, physique à Lausanne, une licence de physique, ensuite astrophysique à Genève, en parallèle une activité de pilote de les forces aériennes, qui est dû au fait qu'en Suisse, le service militaire est obligatoire pour les jeunes garçons. Alors pour moi, passionné par l'aviation et par les étoiles, je ne pouvais pas faire de l'astronomie au militaire, mais je pouvais faire de l'aviation. Alors je suis devenu pilote militaire, qui était en fait pour moi extrêmement utile, parce que lorsque j'ai été sélectionné plusieurs années plus tard comme astronaute de l'Agence spatiale européenne dans le premier groupe des astronautes de l'agence en 1978, le fait d'avoir été pilote militaire était un grand plus dans la sélection. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, cherchait avant tout des scientifiques, mais avoir eu l'expérience de la prise de risque, finalement, de l'apprentissage de la discipline et de la rigueur qu'on a comme pilote dans les forces aériennes, c'était très précieux pour moi. J'ai été impliqué dans le programme de la navette spatiale. L'idée était de former des astronautes européens pour voler dans la navette spatiale, en parallèle avec des astronautes américains. Je suis resté pendant 25 ans à Houston, de 1980 à 2005. J'ai passé 43 jours dans l'espace. Alors ça paraît être un rapport pas très favorable, disons, mais il faut bien comprendre que les missions navettes étaient des missions très courtes, typiquement de l'ordre de 10 jours, qu'il fallait 1 année à 1 année et demie pour préparer chaque mission, qu'avant d'être désigné pour une première mission, il fallait des années de préparation sur la navette spatiale elle-même, qui est un engin extrêmement complexe. C'était en fait un monstre d'ingénierie mécanique, électrique et informatique. Une des machines les plus complexes jamais réalisées par l'homme, à part la Station spatiale internationale, qui est un engin, un laboratoire orbital extrêmement apprécié dans tous les pays de l'Agence spatiale européenne. On a 22 pays dans l'Agence spatiale européenne et qui permet de faire des expériences utilisant les propriétés de microgravité ou de quasi-absence de gravité en orbite autour de la Terre. Mais Hubble avait un objectif bien différent. Hubble, c'était l'observation des objets célestes, tout spécialement des objets extrêmement lointains, qui étaient l'objet de toutes les investigations de l'astrophysicien Hubble il y a environ un siècle, dans les années 20 du siècle dernier. L'idée était vraiment d'avoir un télescope absolument ultime dans ses capacités de résolution et de capacité de voir des objets extrêmement fins, extrêmement détaillés, pour mieux comprendre finalement les processus physiques qui ont lieu dans l'univers. Oups. Voilà. Hubble, le défi et la récompense. Alors le défi, c'est que lorsqu'on a installé ce télescope en orbite, j'en parlais dans un instant, on a eu un problème majeur d'optique. C'est un immense défi. Et aussi, je dois dire, une grande source d'embarrassement pour la NASA. La récompense, c'est les résultats extraordinaires qu'on a avec Hubble depuis bientôt 30 ans.
Le télescope a été mis en orbite en 1990. Donc en fait, ça fait un peu plus de 30 ans, vous me direz, mais pendant les premières années, on a souffert de ce problème de l'erreur dans la forme du miroir principal. Donc on n'a pas pu utiliser le télescope jusqu'à la première intervention à laquelle j'ai eu le privilège de participer en 1993, où on a corrigé le problème d'optique. Voilà le télescope. Un télescope en orbite autour de la Terre, et on peut se poser la question, pourquoi un télescope en orbite? C'est compliqué d'avoir un télescope en orbite. D'une part, pour des travaux de réparation et de maintenance, il faut y aller, ce n'est pas une chose évidente. Et également, c'est un télescope qu'il faut commander depuis le sol via des signaux qui sont envoyés vers des satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Le signal ensuite revient vers ces antennes. Vous en voyez une ici, une en haut. Ce qui permet de commander le télescope, et les données scientifiques obtenues par le télescope suivent le même chemin mais en sens contraire pour transmettre les données scientifiques vers la Terre. Donc il fallait avoir de bonnes raisons pour mettre un télescope dans l'espace, puis la bonne raison c'est que entre le télescope et les objets étudiés, il n'y a pas d'atmosphère, donc on allait pouvoir obtenir des images d'une beaucoup plus grande résolution, beaucoup plus grande finesse, donc mieux comprendre les processus physiques qui ont lieu dans l'univers. Alors voilà, en fait, j'ai déjà expliqué cette image. Vous voyez une belle vue de la Terre de nuit, et on voit évidemment l'effet de l'atmosphère. C'est un espèce de manteau autour de la surface de la planète Terre. Il est évident que pendant le jour, ce manteau prend cette couleur bleue à cause de la diffusion de la lumière du Soleil dans les particules, les molécules de l'atmosphère, donc on ne peut pas observer le ciel. De nuit, on peut observer le ciel, bien sûr, on le sait bien, en tout cas dans le domaine des ondes visibles, mais à cause de la turbulence atmosphérique, on a une dégradation de la précision et de la résolution des images au foyer d'un télescope qui est placé sur la surface de la Terre. Alors, brièvement, ici, vous avez un autre avantage d'aller dans l'espace, c'est qu'on a l'accès à des domaines de longueur d'onde qui sont filtrés par l'atmosphère terrestre et pas disponibles à la surface de la Terre. Ici, on a une échelle de longueur d'onde. Ici en haut, ça va depuis 0,1 nanomètre tout à gauche jusqu'à 1 kilomètre tout à droite. Et vous avez ici en bas ces régions brunes. Ce sont des régions qui indiquent l'opacité de l'atmosphère. Alors vous voyez que pour les ondes, les très courtes longueurs d'onde, les rayons gamma, les rayons X, c'est totalement opaque. Vous avez cette grande barrière brune qui signifie qu'il y a une totale opacité. Puis le domaine des ondes visibles, c'est à peu près entre 1 micron, qui est l'infrarouge proche, et puis 0,4 micron, qui est la couleur bleue. Là, vous avez une fenêtre qui permet à ces ondes électromagnétiques dans le domaine des ondes visibles de passer à travers l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle on peut observer le ciel avec, disons, à l'œil nu, avec des instruments depuis la Terre dans ce domaine de longueur d'onde. Puis si vous allez vers l'infrarouge, on va vers les plus grandes longueurs d'onde vers la droite. Dans l'infrarouge, on a de l'absorption par des molécules comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau. Donc ça devient relativement opaque dans l'infrarouge lointain et les ondes millimétriques. Puis on a une autre fenêtre de transparence qui est la fenêtre radio. Typiquement des ondes de 10 cm de longueur d'onde ou 1 mètre ou 10 mètres. Elles traversent l'atmosphère, on peut les observer, c'est les radiotélescopes. Donc on a ces deux fenêtres intéressantes, la fenêtre optique et la fenêtre radio. Et vous avez ici une illustration de quelques télescopes dans les domaines des rayons X et de l'infrarouge lointain qui ont été mis en orbite de façon à pouvoir observer des objets célestes dans ces domaines de longueur d'onde qui sont absorbés par l'atmosphère. Hubble a été prévu pour travailler dans le domaine des ondes visibles, donc qui sont accessibles au sol, mais, comme je l'ai mentionné avant, l'immense avantage d'un télescope dans ce domaine de longueur d'onde. Dans l'espace, on a des images de beaucoup plus grande précision à cause de l'absence de l'effet négatif de la turbulence atmosphérique sur la qualité des images au foyer. Alors, l'astronomie terrestre continue de nous fournir des très beaux résultats. Vous avez ici une très belle photo du VLT, c'est le Very Large Telescope. C'est un ensemble de 4 télescopes fabriqués et gérés, utilisés par l'ESO, European Southern Observatory, Observatoire européen austral.
C'était un désir depuis une trentaine d'années pour les institutions astronomiques en Europe d'utiliser le désert d'Atacama au nord du Chili avec des conditions météorologiques extrêmement favorables. Il fait toujours beau là-bas, le ciel est bleu pendant le jour et il est tout plein d'étoiles pendant la nuit. Alors l'ESO a installé ces télescopes sur le mont Paranal, près d'Antofagasta au Chili. Et vous voyez ici une très belle image de la Voie lactée, c'est une image à grand champ. La Voie lactée avec les nuages de Magellan ici, vous avez Vénus, la lumière zodiacale, donc très belle photo qui illustre, disons, la grande valeur des grands télescopes qui sont situés sur la surface de la Terre pour, toujours et encore, observer le ciel et comprendre les phénomènes physiques dans l'univers. Et puis il y a ici un de ces télescopes, on a 4 télescopes avec des miroirs principaux de 8,20 mètres de diamètre, donc ce sont déjà des très grands télescopes. Et puis actuellement en construction, le ELT, celui que j'ai montré avant, c'est le VLT, Very Large Telescope. Ça, c'est le E. Si on veut aller plus que Very Large, on doit dire Extremely Large. Le ELT, c'est le Extremely Large Telescope, qui n'est pas encore actif, mais qui est en construction. C'est un télescope avec un miroir principal de 39 mètres de diamètre, imaginez. Miroir segmenté. Ce n'est pas un seul miroir, mais c'est plusieurs miroirs de l'ordre de grandeur de 1,50 m de diamètre qui seront rassemblés pour faire un disque complet de 39 mètres de diamètre. Et vous imaginez la performance d'un tel télescope, la capacité de collection d'images d'objets extrêmement éloignés qui rayonnent évidemment de façon très très faible, mais quand on a une grande surface de collection, on pourra avoir des images d'objets extrêmement éloignés. Donc c'est pour dire que l'astronomie ou l'astrophysique terrestre est encore extrêmement active, y compris des grands projets comme ce télescope immense, diamètre de 39 mètres, c'est extrême. Alors, donc brièvement, je ne vais pas vous parler de tout le détail de l'évolution de l'univers, mais comme vous savez, les choses ont commencé il y a à peu près 13,7 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle le Big Bang ou l'explosion originelle. C'est à partir de ce moment, comme cela a déjà été décrit pendant l'introduction, que l'univers s'est mis en expansion avec des taux d'expansion qui ont varié. Au début, c'était très rapide. Après, c'est devenu un peu plus lent et maintenant, ça a tendance à s'accélérer. Donc, on a ici l'explosion originelle et puis on a l'échelle dans le temps vers la droite jusqu'au temps actuel qui est ici. Puis on a formation des étoiles, formation de galaxies, d'amas de galaxies. Et évidemment, plus on peut observer loin avec des télescopes, qu'ils soient terrestres ou dans l'espace, mieux on comprend ce qui s'est passé dans les quelques centaines de millions et milliards d'années qui ont suivi le Big Bang, qui, encore une fois, c'est un chiffre à retenir, 13,7 milliards d'années dans le passé. C'est là que ça a commencé. Alors, juste quelques explications au sujet du terme de résolution. Si vous avez des images de 2 étoiles, les étoiles sont des objets qui sont quasiment ponctuels. Les étoiles sont tellement éloignées qu'on ne peut pas voir le diamètre des étoiles avec un télescope. C'est un objet ponctuel. Mais l'image que vous avez au foyer d'un télescope n'est pas un point, c'est une figure d'Airy, c'est assez compliqué, ce sont les lois de l'optique, les lois de l'optique ondulatoire, qui font qu'on a un pic central, puis on a des petites vaguelettes sur le côté. Et là, vous avez 2 étoiles qui sont très proches et qui sont résolues, c'est le terme qu'on utilise, on voit qu'on a 2 étoiles. Ici au milieu, vous avez tout juste résolu, on peut se dire oui, on a effectivement 2 étoiles, mais c'est le marginal. Et puis ici en bas, on peut dire que c'est non résolu. Il est vrai que l'image est un tout petit peu déformée, ce n'est pas une image parfaitement de symétrie circulaire, mais on peut dire que c'est non résolu. Et l'idée de ce télescope spatial, c'était d'obtenir une meilleure résolution, c'était d'être capable de distinguer 2 étoiles individuelles qui sont beaucoup plus proches l'une de l'autre que ce qu'on peut obtenir avec un télescope terrestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la capacité de résolution dans les siècles qui ont précédé. Alors pendant très longtemps, avant qu'on ait eu le premier télescope, qui était le télescope, ou plutôt la lunette astronomique de Galilée, on avait une résolution qui était de l'ordre de grandeur de 60 secondes d'arc, c'est 1 minute d'arc, donc un 60e de degré. C'est la résolution qu'on a à l'œil nu pour une bonne vision. Et puis, avec le télescope de Galilée, qui était pourtant extrêmement modeste, on a augmenté considérablement la résolution. On a pu distinguer 2 objets qui étaient éloignés de 3 secondes d'arc seulement, donc un facteur 20 d'amélioration.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les progrès des télescopes dans les siècles qui ont suivi, jusque vers le milieu du siècle dernier, les années 1950 à peu près, où on a construit le télescope du Mont Palomar, 5 mètres de diamètre, la résolution est restée aux environs de 1 seconde d'arc à cause de l'atmosphère. En principe, plus le diamètre du miroir est grand, meilleure est la résolution, mais on ne pouvait pas utiliser cette capacité de résolution des grands miroirs de télescope à cause de l'atmosphère. Et puis le grand saut vers le haut, de nouveau à peu près la même augmentation en résolution qu'à l'époque de Galilée, au début du XVIIe siècle, en 1609. Télescope Hubble, de nouveau une amélioration d'un facteur 10 à 20 de la capacité de résolution. On n'est plus à 1 seconde d'arc, on est plutôt à peu près un dixième de seconde d'arc de résolution. Donc vous voyez l'immense progrès, on peut voir des objets extraordinairement fins. Et si on a un amas d'étoiles, on peut distinguer des étoiles qui sont extrêmement proches les unes des autres. Et encore une fois, l'idée, c'est toujours de mieux comprendre ce qui se passe là-haut. Alors, le projet du télescope Hubble, coopération entre les États-Unis et l'Europe, la NASA et l'Agence spatiale européenne. Le projet a démarré à la fin des années 70, donc après la fin du programme Apollo. C'est développé pendant les années 80. Le premier vol de la navette, c'était en 1981. Et il était nécessaire d'avoir la navette spatiale pour lancer le télescope, qui est un gros instrument. On n'avait aucune fusée qui pouvait déployer en orbite le télescope Hubble. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ce que vous voyez ici, mais c'est une belle image qui vous montre un petit peu les entrailles du télescope Hubble, avec la partie instrumentale qui est la partie large, tout à droite, et la partie optique qui est ici au milieu. Donc, il faut imaginer que le rayonnement vient depuis la gauche et arrive sur le miroir principal qui est ici, et puis il y a ce qu'on appelle un baffle, le miroir secondaire, et les instruments scientifiques sont situés derrière le miroir principal. Le rayonnement passe par un trou au milieu du miroir principal. Puis vous avez bien sûr des panneaux solaires parce qu'il faut l'énergie électrique pour alimenter les systèmes de bord, et puis les antennes que j'ai déjà mentionnées avant pour d'une part commander le télescope depuis le sol et également recevoir les données scientifiques. Alors voilà le principe, vous connaissez tous et toutes, j'en suis sûr, la géométrie optique d'un télescope à miroir. Encore une fois, le rayonnement vient depuis la gauche, frappe le miroir principal qui est là, qui se transforme en un faisceau convergent vers le miroir secondaire réfléchi de nouveau, avec un faisceau qui forme un foyer derrière le miroir principal. Puis vous avez des instruments scientifiques, des caméras, des spectromètres, photomètres, qui observent l'image obtenue. Alors, il fallait construire le télescope. La firme responsable de la construction de Hubble était Lockheed aux États-Unis. Perkin-Elmer était la firme qui devait faire la taille du miroir principal de 2,40 m de diamètre. Vous voyez ici le miroir dans une chambre propre. Disons, il se donnait de la peine de ne pas avoir de perturbations avec de la poussière ou bien des débris dans la salle. Donc c'était une opération extrêmement soigneuse. Malheureusement, lorsqu'ils ont taillé le miroir principal, ils se sont trompés dans le placement de la référence optique pour la taille du miroir, si bien que le miroir n'avait pas tout à fait la bonne forme, mais ça n'a pas été détecté à ce moment-là. Il y a également une contribution européenne, comme j'ai mentionné, l'ESA faisait partie de ce projet, donc il y avait une caméra au foyer du télescope et les panneaux solaires qui venaient de l'Europe. Alors le problème dont souffrait le miroir principal était le suivant, c'est l'aberration de sphéricité. Si vous avez une lentille ou un miroir, vous avez un rayonnement parallèle qui vient depuis la gauche, et puis quelle que soit la distance entre le rayon et puis le centre de la lentille ou du miroir, vous aurez un foyer qui se forme à un seul endroit. Si vous avez de l'aberration de sphéricité, les rayons extérieurs forment un foyer à cet endroit, les rayons intérieurs à un autre endroit, donc il y aura aucun emplacement du capteur de lumière, les cellules CCD, Charge Coupled Device. Dans cette région-là, vous n'aurez aucun emplacement où vous aurez une image vraiment nette. Parce que le foyer est distribué, il était distribué sur une distance d'à peu près 50 cm. Et depuis le sol, ils pouvaient ajuster la position du capteur de lumière, mais il n'y a aucun endroit où ils obtenaient une image nette. Donc c'est ça le problème, aberration de sphéricité. Alors, vous allez voir ici l'ensemble.
un lancement, une montée en orbite, c'est toujours un moment qui est extraordinaire, disons. L'équipage n'a pas peur, on est un tout petit peu inquiet quand même, parce que c'est une phase de la mission qui est quand même assez dangereuse. Et on atteint l'orbite terrestre en 8 minutes et demie seulement. Après 8 minutes et demie, on a le main engine cut-off et on est en orbite. L'équipage a ensuite déployé le télescope de Hubble. À cette altitude de 600 km, c'était parmi les altitudes les plus élevées atteintes par la navette spatiale. Mais avant qu'on arrive au déploiement, j'aimerais vous montrer... Attendez. Je vais vous montrer, on est en orbite maintenant avec la navette, mais avant le déploiement du télescope de Hubble, on va faire un passage sur le Maroc. Alors ça, c'est un mouvement que vous allez voir en accéléré, ce n'est pas la vitesse réelle. La vitesse qu'on a en orbite, c'est 28 000 km à l'heure ou 8 km par seconde. Donc c'est rapide, on fait le tour de la Terre en 1h30. Mais là, vous allez traverser le Maroc et puis la Méditerranée en beaucoup moins de temps que la réalité, c'est en accéléré. Ça va, vous êtes prêts? On commence à voir, c'est la Mauritanie ici, Dakar. Alors, on reprend depuis le début. La Mauritanie, Dakar, et on va passer sur le Maroc. Je voulais quand même vous montrer votre pays depuis l'espace, depuis l'altitude des missions de la navette. Vous avez le massif de l'Atlas, vous arrivez sur Gibraltar, on vient de passer par le travers de Rabat, Gibraltar, l'Espagne, les îles Baléares. On va bientôt voir l'Italie, mais qui est un petit peu sous les nuages. Et puis on arrive en Europe centrale, où il y a des nuages presque toujours. Il y en a peu sur le Maroc, mais il y en a sur l'Europe centrale. Et puis bientôt l'Autriche, et puis la Russie, et puis c'est la fin, c'était le coucher du soleil. Encore une fois, ça c'est en accéléré. On traverse le Maroc, tout le Maroc, disons, de l'ordre de grandeur de 3 à 4 minutes, mais pas en quelques secondes comme vous l'avez vu ici. Alors, le déploiement du télescope a eu lieu de l'ordre de 2 jours après le lancement de la navette Discovery. Et vous voyez ici le télescope avec les panneaux solaires qui ont été déployés par commande depuis le sol. Et vous avez le bras robotique de la navette spatiale qui vient de larguer le télescope. Alors, il faut vous imaginer, vous avez en fait du vol en formation entre la navette Discovery et le télescope à 28 000 km à l'heure. Et puis les deux sont très proches l'un de l'autre. Vous voyez l'extrémité du bras est à quelques centimètres seulement du télescope. Et tout ce qu'on fait, il faut le faire avec beaucoup de soin, de rigueur et de discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le déploiement, c'est relativement facile. La capture est un petit peu plus difficile, mais ça, on l'entraîne énormément. Toutes ces manœuvres, on les entraîne dans des simulateurs au sol pendant des mois, sinon des années avant chaque mission. Alors voilà l'image d'une étoile qu'on obtenait. Encore une fois, on devrait avoir ce pic central et puis des petites vaguelettes autour. Et à droite, vous voyez l'image d'une étoile qu'on obtenait. Ça, c'était une grande surprise. Après le déploiement du télescope, l'équipe seule a pointé le télescope vers des étoiles, a ouvert le couvercle, a obtenu des images. Et puis les images étaient désastreuses et ils ont cherché à changer la position du capteur de lumière, mais sans avoir des résultats positifs. Ce qu'on attendait, c'était ce que vous voyez à gauche. Ce qu'on avait, c'était à droite. Désastreux. Je peux vous dire que pour la NASA, c'était pas une bonne période. Vous avez ici un cartoon, disons des dessins humoristiques qui étaient publiés largement dans la presse aux États-Unis. On voit ici l'équipe de design du système optique du télescope de Hubble. Vous voyez qu'ils n'ont pas l'air tellement intelligents, d'une part, et puis ils ne sont même pas capables de mettre le panneau à l'endroit et le mettre à l'envers. Donc, c'était une période difficile pour la NASA, vous pouvez le comprendre. Mais des opticiens ont analysé en détail l'image de l'étoile, comme je montrais précédemment, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait ce défaut de taille du miroir principal. Ils ont pu déterminer de façon très précise quel était le défaut de taille. Donc, si on peut le déterminer de façon précise, on peut imaginer un système de correction. Il n'était pas possible de changer le miroir de Hubble lors de la première mission de maintenance qui allait avoir lieu environ 3 ans plus tard. Par contre, on pouvait installer un correcteur d'optique qui allait par un système que je ne vais pas décrire dans le détail maintenant, mais permettre d'obtenir de nouveau un foyer à un seul endroit et non pas à plusieurs endroits, comme je l'ai indiqué avant. Alors, en fait, le télescope avait été conçu déjà dès le départ pour être visité régulièrement par la navette et des astronautes spécialement équipés et entraînés. C'était ce qu'on appelait des Servicing Mission SM.
Donc, Servicing Mission 1, la première a eu lieu en décembre 1993. L'objectif principal était corriger l'optique. On a eu la numéro 2 en février 1997, 3A, à laquelle j'ai participé également en décembre 1999, 3B en 2002, et puis la toute dernière était en mai 2009, donc c'est la dernière visite du télescope Hubble il y a 12 ans. Et c'était 2 ans avant le retrait du service de la navette spatiale. En fait, tout a été mis en place à ce moment-là, lors de cette dernière visite, parce que si on n'a pas la navette, on ne peut plus faire de visite de Hubble, plus faire de réparations ou de maintenance ou échanger des instruments scientifiques. Donc tout a été mis en place en 2009 pour maximiser la durée de vie du télescope. Un instrument tellement précieux, on voulait lui donner la durée de vie la plus longue possible, on changeait les batteries, les gyroscopes et des composantes qui, en principe, ont des durées de vie relativement courtes et qui menaçaient un peu la vie du télescope. Tout ça a été échangé. Alors, puis voilà la dernière intervention, puis la navette spatiale retirée du service en 2011. Et pour moi, vous pouvez imaginer, j'avais été un astrophysicien, j'étais devenu astronaute, et j'ai eu le privilège, mais l'immense privilège, de faire partie de la première équipe qui était visitée à Hubble 3 heures et demie après son lancement en orbite, pour essentiellement faire la correction d'optique, changer les panneaux solaires, changer de gyroscope et autres. Puisqu'on allait monter là-haut pour corriger l'optique, autant faire d'autres travaux pour, encore une fois, c'est un petit peu comme dans un hôpital finalement. Si quelqu'un va à l'hôpital parce qu'il ou elle a un problème, on essaie de faire tout ce qu'on peut de façon qu'il ou elle sorte de l'hôpital en bonne santé. Et pour moi, je peux vous dire que c'est un immense bonheur. C'était ma 2e mission dans l'espace, mais c'était vers Hubble. Et c'était pour moi un immense privilège de faire partie de cette mission. Dick Cavey, le commandant, Jeff Hoffman, Tom Akers, Katie Thornton, on avait une Américaine à bord, Ken Bowersox, le copilote, Story Musgrave et moi-même. Quel bonheur, je peux vous dire. Pour moi, c'est un moment d'immense satisfaction et de bonheur. Il a fallu travailler, je peux vous dire, et la NASA nous a bien fait comprendre que failure is not an option, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'option d'un échec de cette mission. Il y avait tellement d'embarrassement d'avoir laissé mis en orbite le télescope Hubble avec ce défaut de taille de miroir. On ne pouvait pas se permettre de rater la mission de sauvetage. Alors on a beaucoup travaillé dans le laboratoire de réalité virtuelle. C'était la réalité virtuelle du début des années 90, donc ce n'était pas ce qu'on a maintenant. Mais vous avez Jeff Hoffman en réalité virtuelle derrière avec un casque, et puis il est dans l'espace, il voit le télescope, il voit la soute de la navette, le ciel étoilé et la Terre. Je suis en train de piloter le bras robotique pour l'amener à un endroit convenable pour effectuer certains travaux de réparation sur Hubble, avec le commandant qui nous surveille ici, Katie Thornton et Ken Bowersox. Donc on allait tous dans le laboratoire de réalité virtuelle. On a finalement conçu la mission au laboratoire de réalité virtuelle. Ce n'était pas une mission telle qu'on nous donne les procédures et puis aller effectuer ces procédures. On a participé à toute la préparation de la mission puisque c'était une première. On a beaucoup travaillé dans l'eau également. Ça, c'est le remplacement d'une caméra Wide Field Planetary Camera qui était placée en position perpendiculaire à l'axe optique du télescope. Et vous voyez la préparation de l'insertion de cette caméra dans le télescope dans l'environnement aquatique pour simuler les conditions d'apesanteur. Et là, vous avez la vraie caméra planétaire et à grand champ en bas à droite pendant la mission elle-même. Alors, entraînement très intense, mais passionnant en même temps. L'idée de ne pas avoir seulement une mission à accomplir dont on donnait les procédures, mais de participer à l'élaboration de la mission, c'était extrêmement satisfaisant. Et puis, le 2 décembre 1993, c'était 1h30 du matin, on nous a amenés avec un petit bus vers la rampe de lancement. Et je peux vous dire qu'on a la gorge serrée à ce moment-là. Ça, c'était notre oiseau, la navette Endeavour, prête au départ. À l'intérieur, il y avait tous les équipements qu'on allait devoir remplacer sur le télescope de Hubble. Et c'est un moment qui est très fort. Au milieu de la nuit, on nous amène avec un petit bus, on ouvre la porte du bus et puis voilà ce qu'on voit. Alors on monte avec un ascenseur jusqu'à ce niveau, ensuite il y a une passerelle qui nous permet d'accéder à la chambre blanche, the White Room. On fait les derniers préparatifs avant d'entrer dans la cabine, puis on se met dans la cabine avec les pieds en l'air. Lors de l'atterrissage, on est assis comme vous l'êtes toutes et tous ici, mais pour le décollage, on a les pieds en l'air. Ça, c'était T-3 hours and counting, c'était lors de 3 heures avant le départ qui a eu lieu à 4h26 du matin, je me rappelle.
Objectif, rejoindre Hubble en 48 heures. Donc départ de nuit, montée en orbite, encore une fois 8 minutes et demie pour atteindre l'orbite. On est parti très tôt le matin, c'était la nuit. Je me rappelle qu'on a eu le premier lever de soleil 5 minutes après le départ. On était déjà à une vitesse de 15 fois la vitesse du son, en train d'essayer d'atteindre la vitesse orbitale. Mais c'était pendant la montée elle-même qu'on a eu le premier lever de soleil de la mission en partant à 4h26 du matin. Ce sont des impressions extraordinaires et pour moi elles sont encore tout à fait présentes dans mon esprit. C'est des moments très forts. Alors voilà, on a trouvé Hubble, mais pas par hasard. Il est évident qu'on avait toute une série de manœuvres à accomplir de façon à réaliser ce rendez-vous en 48 heures. Et vous avez ici, vous voyez les panneaux solaires qui sont un peu voilés. C'était des panneaux solaires qui n'étaient pas totalement rigides. C'était tout à fait normal d'avoir ces panneaux voilés. Mais vous avez le télescope à quelques centaines de mètres de nous. Le bras robotique dont j'avais la responsabilité du pilotage, vous voyez en bas à droite. Et puis on faisait une approche lente vers le télescope pour avoir une position correcte par rapport au télescope, pour la capture du télescope avec le bras, l'installation dans la soute, pour les sorties extravéhiculaires qui allaient suivre les jours suivants. On l'a trouvé, et voilà le télescope dans la soute. Vous avez l'île de Madagascar en haut à gauche, donc là la soute est orientée vers la Terre. Vous voyez que le télescope est de grande dimension. Il avait rempli lors du départ la totalité de la dimension de la soute, lors de 15 mètres de long, 5 mètres de diamètre. Et ça, c'est la correction d'optique. Le correcteur d'optique, ce qu'on appelait COSTAR, c'est pas un COSTAR comme ma veste ici, mais c'est Corrective Optics Space Telescope Axle Replacement. Donc c'est une grosse boîte remplie de miroirs que mes deux collègues sont en train d'installer. Je pilotais le bras robotique depuis l'emplacement de l'opérateur du bras robotique sur la partie arrière du cockpit, à côté du commandant. On était toujours 2 personnes dans la partie arrière du cockpit pour ce type d'opération. Puis on a dû remplacer un instrument scientifique, vous voyez en bas à gauche, le Wide Field Camera, que vous avez déjà vu lors de l'entraînement dans la piscine. Et puis un autre correcteur d'optique pour les instruments en position axiale que vous voyez à droite. Alors ça, c'est une très belle image qui montre un survol de l'Australie à 600 km d'altitude lors de la 5e des 5 sorties extravéhiculaires. La première avait pour objectif la correction d'optique, la dernière le remplacement des panneaux solaires. C'est une photo magnifique. Imaginez cette place de travail à 600 km sous l'Australie. Vous avez le télescope, la soute de la navette tout à droite. Un des membres d'équipage est dans la soute de la navette, l'autre est au bout du bras robotique dont j'avais la responsabilité du pilotage avec des outils. Et tout ça, on l'avait entraîné de multiples fois dans la piscine. Donc l'idée était toujours de réduire la surprise des astronautes. On s'entraîne avec des moyens qui sont d'extrêmement haute fidélité, dans un environnement simulé d'apesanteur dans l'eau. Et puis l'idée, c'est qu'une fois qu'on est là-haut, on se trouve dans un environnement qui est exactement comme ce qu'on a vécu à l'entraînement à de nombreuses reprises. Tout simplement, il n'y a plus de plongeurs, il n'y a plus de bulles. On est dans l'espace. Mais l'idée, c'est de réduire le stress parce qu'on est bien préparé. Alors voilà, on a effectué tous ces travaux de réparation et de maintenance. Et puis je peux vous dire que c'était le grand bonheur. Vous voyez que le télescope est toujours accroché à nous. On voit par les fenêtres arrière du cockpit les nouveaux panneaux solaires du télescope. Et ça, c'est une photo qui exprime bien le grand bonheur de l'équipage avec une mission réussie. On ne savait pas encore si la correction d'optique fonctionnait parce qu'il fallait, pour se déployer le télescope, il devait être commandé par les équipes sol pour être pointé vers les étoiles. On ne pouvait pas faire ça depuis la navette. Mais quelques semaines plus tard, on a su que la correction d'optique avait été parfaite. Alors, nouvelle visite à Hubble, pour moi, un grand bonheur, grande satisfaction d'être redésigné pour une nouvelle visite à Hubble. La mission 3A, on a échangé tous les gyroscopes du télescope. On avait des problèmes au niveau de la capacité du télescope de maintenir son orientation fixe dans l'espace, nécessaire pour obtenir ces images de haute résolution. On a dû échanger des gyroscopes, échanger l'ordinateur principal de Hubble et puis une caméra de pointage. Alors je suis là au bout du bras robotique. On ne me reconnaît pas, mais je suis là en train d'insérer une nouvelle caméra de pointage dans le télescope avec l'ancienne qui est tout à droite de l'image en bas. C'est l'ancienne qui était défectueuse, que j'ai mis en position temporaire sur le côté du fuselage.
Et ensuite, on l'a ramené à terre. Vous voyez la dimension du télescope, mon collègue Mike Fall, qui fait l'ascension de la paroi nord de Hubble, il est tout petit par rapport à la dimension du télescope. Alors voilà, il faut bien comprendre que ces missions, ce sont des missions qui sont accomplies par des membres d'équipage, mais il y a un soutien-sol qui est extrêmement important. Et puis on a à chaque fois le directeur de vol, dans ce cas c'était Milt Heflin pour cette première visite de Hubble, qui était le directeur des opérations, et c'est en grande partie grâce à lui que la mission avait réussi. Alors ça c'est la démonstration de la correction d'optique opérée lors de la première visite en décembre 1993. C'est Barbara Mikulski qui était responsable vis-à-vis du Congrès américain de la gestion des programmes de la NASA. Puis elle montre une image de la galaxie Messier 100 avant la correction et après la correction. Et il y a quelques images qui ont été prises avec Hubble dans les mois qui ont suivi notre première visite en décembre 1993 et qui personnellement m'ont beaucoup touché. Il y a eu l'impact d'une comète dans l'atmosphère de Jupiter. Et on voit ici les cicatrices laissées par cet impact de cette comète dans l'atmosphère de Jupiter, photo prise avec le télescope de Hubble et la nouvelle optique corrigée. Il y a ce qu'on appelle les piliers de la création au milieu, qui sont des régions de formation stellaire, des nuages de matière interstellaire dans la galaxie. Et tout à droite, vous avez ce qu'on appelle des protoplanetary disks. Ce sont des étoiles naissantes, des foetus étoiles, si on peut dire. De la matière interstellaire qui se condense, la température augmente au centre, et là on voit des rougeoiements au centre de ces étoiles foetus. À un moment donné, la température devient tellement élevée au centre qu'on a des réactions thermonucléaires qui se produisent, et ça devient une étoile brillante comme le Soleil. Donc on a observé pour la première fois, on peut dire, des foetus étoiles, avant que ça devienne des étoiles bébés. Puis après, les étoiles ont toute une vie. Il y a des bébés, des étoiles teenagers, des étoiles jeunes, adultes, des vieilles étoiles, les étoiles qui meurent. Donc on a tout un cycle de vie des étoiles. Et ça, c'est vraiment la première partie de la vie d'une étoile. Et puis il y a eu aussi un magnifique résultat qui était le premier Deep Field. L'équipe de l'Institut scientifique du télescope Hubble à Baltimore a décidé d'utiliser le télescope pendant 10 jours, pointé dans la même région du ciel où il n'y avait pratiquement rien. Et puis ils se sont dit, après 10 jours, on verra ce que Hubble nous révèle. Et voilà l'image qui est un petit peu en forme de L. C'était la configuration optique telle qu'on a un L, avec un petit carré en plus ici. Dans cette petite fenêtre dans le ciel où il n'y avait rien du tout initialement, on a détecté des centaines et des centaines de galaxies. Donc on a réalisé à quel point l'univers est formidablement riche et dense en galaxies. C'était vraiment une première. Voilà l'entraînement pour la mission. Là, je reviens à la mission 3A, donc ma deuxième intervention sur Hubble en décembre 1999. Entraînement dans la piscine, comme je l'ai mentionné avant. Préparation pour la deuxième sortie extravéhiculaire avec chaque scaphandre qui flottait dans la cabine. On était 7 membres d'équipage dans un volume relativement petit, mais on avait 4 scaphandres qui flottaient en plus, donc c'est comme si on avait été 11 personnes à bord. Chaque scaphandre a des marques, vous voyez, sur les jambes, qui permettent d'identifier l'astronaute qui est en sortie extravéhiculaire. On ne voit pas toujours le visage, et pour savoir qui c'est, il faut savoir si c'est Mike, ou Jeff, ou Claude. On a ces marques sur les jambes. Ça, c'est la préparation de ma sortie extravéhiculaire. Alors, je montre cette image pour illustrer le challenge ou le défi des sorties extravéhiculaires. Ça, c'est Tintin, le capitaine Haddock, dont on a marché sur la Lune, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais se détacher, je le dis pour vous, si vous avez l'occasion de faire des sorties extravéhiculaires de votre futur, il ne faut jamais se détacher de la structure et compter sur le filet de sécurité pour revenir vers le vaisseau spatial. Non, non, non. Il faut toujours rester accroché à la structure. Et puis le filet de sécurité, il est là pour le cas où on en vient à être détaché de la structure. Mais un conseil pour vous, restez toujours accroché à la structure du vaisseau spatial. Donc ça, c'est à éviter. Alors, j'ai déjà montré cette image, en fait, elle était mal placée avant. C'est donc cet échange d'une caméra de pointage, Fine Guidance Sensor No. 2, pendant cette deuxième visite de Hubble pour moi. Là, avec mon collègue Mike Fall, on a également échangé l'ordinateur principal de Hubble. Je suis ici à l'avant-plan, vous voyez les marques sur mes jambes. Ces petits chevrons rouges, c'était Claude. Et puis vous voyez Mike Fall qui est derrière moi.
Au bout du bras robotique, sur une plateforme, il a des grandes bandes rouges. Donc depuis la cabine de la navette, on peut savoir qui est Mike et qui est Claude. Et s'il y en a un qui part à la dérive, on sait si c'est Mike ou si c'est Claude, et puis on peut décider si on va le rechercher ou pas. Voilà, je vous salue depuis la soute de la navette pendant cette sortie de 8 heures environ. On a passé 8 heures dehors, donc on a fait 5 fois le tour de la Terre. Et vous voyez les projecteurs, les lampes de part et d'autre de la visière de mon casque qui permettaient d'illuminer la place de travail pendant la nuit orbitale. 8 heures dehors, c'est donc 5 fois le tour de la Terre, donc c'est jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et pendant la nuit, eh bien, on continue de travailler. Et puis la transition jour-nuit est très rapide, c'est en 20 secondes environ. On a toujours un avertissement, 1 minute before sunset, 1 minute avant le coucher du soleil, et puis on allumait les lumières de façon à ne pas être devant un trou noir dans les 30 secondes qui allaient suivre. Une belle vision du télescope Hubble avant son largage dans l'espace, après ses travaux de réparation en décembre 1999. Avec un croissant de terre à l'arrière-plan. Vous imaginez le soleil qui descend rapidement dans le ciel en direction de l'horizon. Vous avez un croissant de terre qui devient de plus en plus mince, un peu comme un croissant de lune, mais c'est la Terre. Et puis au moment du coucher du soleil, c'est clair, le croissant disparaît et c'est l'obscurité pendant une demi-heure avec un ciel tout plein d'étoiles. Magnifique. Voilà, le largage du télescope Hubble, à la fin de ses travaux de réparation et de maintenance qui ont bien marché. Et voilà, le jour de Noël, on a déployé Hubble, restitué à son orbite libre, à 600 km d'altitude. Et comme c'était le jour de Noël, on a fait cette photo des membres d'équipage. On savait qu'on allait passer Noël dans l'espace, parce qu'on était parti le 19 décembre 1999. La mission allait durer environ 10 jours, donc on savait qu'on allait passer Noël dans l'espace. On avait, dans des tiroirs de la salle de séjour, on avait des bonnets de Saint-Nicolas qu'on a utilisés pour cette jolie photo de l'équipage. Et puis, comme Suisse, astronaute suisse, il fallait toujours que je prenne, j'ai pris un peu de fromage de gruyère, c'est une spécialité suisse appréciée, mais également du chocolat. Alors, vous avez une boîte de pralinés que j'ai ouvert dans la cabine. Et puis les pralinés, c'était justement le jour de Noël, comme vous voyez avec mon bonnet de Saint-Nicolas. Puis les pralinés commencent à se répartir dans la cabine. Donc il y a des moments relativement ludiques comme ça, tout spécialement le jour de Noël, après qu'on ait terminé les travaux qu'on devait faire sur Hubble et qu'on l'avait restitué sur son orbite libre. Jolie photo, un magnifique souvenir. Alors, le télescope a été revisité à nouveau dans les années suivantes. On a eu la mission 3B en 2002, ensuite la dernière visite, la 5e mission qui s'appelait SM4 en 2009. Et là, vous avez le télescope qui a été déployé après cette dernière visite. On savait qu'il n'y en aurait plus après celle-ci parce que la navette allait être retirée du service. Et vous voyez que l'équipage avait installé dans la partie basse du télescope ce qu'on appelle un docking ring. C'est un anneau que vous voyez au milieu de ce cercle qui est la base du télescope, qui allait permettre un jour à un robot de s'arrimer à Hubble pour le désorbiter. Parce qu'un engin de 13 tonnes, son poids sur la surface de la Terre, on ne veut pas le laisser se désorbiter et retomber par lui-même sur la Terre. Parce que tous les engins, que ce soit satellite ou télescope en orbite basse, à un moment donné, ils retombent sur Terre parce qu'il y a encore un petit peu de freinage, même à 600 km d'altitude. Et puis pour éviter que le télescope retombe n'importe où de manière destructive, eh bien un jour on ira le chercher. On a le temps parce qu'il est encore en orbite, il en a pour, qu'est-ce qu'il faut dire, 20 ou 30 ans de durée de vie en orbite. Mais un jour on ira le rechercher. Alors, un cours d'astronomie en 13 images par Hubble, et en 1 minute environ, c'est juste pour vous montrer des objets qui sont observés par Hubble. On a évidemment des galaxies. Le concept galaxie a déjà été expliqué avant. On a des amas de galaxies, des amas globulaires qui sont des groupements d'étoiles extrêmement denses, typiquement de l'ordre de millions d'étoiles, mais qui ne sont pas en rotation comme les galaxies elles-mêmes. C'est une symétrie absolument sphérique, si on peut dire, sans qu'il y ait ce mouvement de rotation et ces spirales. Des nébuleuses gazeuses, j'en ai déjà parlé, les nébuleuses planétaires qui sont les fins de vie des étoiles, les planètes et des comètes. Et là, on a une très belle image qui était obtenue il y a un peu plus d'1 année
Chaque année, l'équipe scientifique du télescope Hubble à Baltimore publie une image qui est la plus belle image de l'année. Ça, c'était la plus belle image de l'année 2020. Et vous allez voir un petit zoom vers un nuage de gaz qui est dans le grand nuage de Magellan, qui est un de ces satellites de notre galaxie, à peu près à 160 000 années de lumière, donc relativement proche de nous. Magnifique. Alors allons-y pour la... Oups, il va y avoir une vidéo, mais la vidéo n'a pas l'air de marcher. Peu importe. Allez, galaxie, encore une fois, c'est l'unité assez standard à grande échelle dans l'univers. Chaque galaxie, presque toujours en rotation, mais pas toujours, avec des bras spiraux, qui comprennent généralement de l'ordre de grandeur de 100 à 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et le nombre total de galaxies dans l'univers est estimé à environ 100 milliards. Donc vous voyez le nombre d'étoiles qu'on a dans l'univers. Et beaucoup de ces étoiles, on le sait maintenant, sont accompagnées de planètes. Et si on pense qu'on est les seuls dans l'univers, eh bien on se trompe probablement bien que je n'ai aucune preuve qu'il y ait d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Mais le nombre d'étoiles et de galaxies est absolument stupéfiant. Et Hubble a révélé l'extraordinaire richesse dans l'univers en galaxies, respectivement en étoiles. Alors là, on va avoir, on a déjà mentionné précédemment la nébuleuse d'Andromède, qui est à 2,5 millions, pas milliards, mais millions d'années de lumière, donc relativement proche de nous. C'est presque notre plus proche voisine. Mais les étoiles qu'on voit là, eh bien, on les voit telles qu'elles étaient il y a 2,5 millions d'années dans le passé, ce qui est en fait très proche dans le temps par rapport à toutes les autres galaxies qu'on voit dans l'univers. Alors là, ça, c'est une jolie vidéo qui a été faite où on va faire un zoom en direction de la galaxie d'Andromède et pour la première fois, on a pu, avec Hubble, détecter des étoiles individuelles dans la galaxie d'Andromède. Avec des télescopes normaux, on voit une espèce de nuage spiral, mais avec Hubble, on va faire ce zoom jusqu'à ce qu'on voit des étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède. Et ça, c'est un résultat fabuleux. Vous êtes prêts pour le zoom ? Voilà. Ça, c'est la Voie lactée. Donc, et puis là, on va se pointer en direction de la galaxie d'Andromède que vous voyez ici. Et puis, toutes ces images ne sont pas des images de Hubble pour l'instant. L'image de Hubble qu'on va obtenir, c'est celle qu'on va voir tout à la fin. On va voir un fourmillement d'étoiles qui sont un très grand nombre parmi les quelques, encore une fois, 100 ou 200 milliards d'étoiles de la galaxie d'Andromède. Ça, c'est toujours des images normales, ce n'est pas des images de Hubble. L'image de Hubble, elle va être mise en place tout à la fin. Pas encore maintenant. Là, on voit quelques étoiles géantes, mais pas des étoiles normales de la galaxie d'Andromède. On s'approche encore, on s'approche encore, on s'approche, et à la fin, on voit ce fourmillement. Et ça, des étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années de lumière de nous. C'est fabuleux comme résultat. Absolument fabuleux. Et aucun autre télescope n'a réussi à obtenir ce type d'image, cette formidable résolution, cette capacité de distinguer des objets très proches, unique pour le télescope de Hubble. Là, alors, on a obtenu plus tard que le Hubble Deep Field que j'ai montré avant, on a eu le Hubble Ultra Deep Field, encore une image encore plus profonde. Alors, vous avez ici la Lune, et ça, c'est la dimension de cette petite fenêtre dans le ciel. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus petit que le diamètre de la pleine Lune. Regardez le nombre de galaxies que vous avez dans cette toute petite fenêtre. Et si vous multipliez ce nombre de galaxies que vous avez ici par le nombre de pareilles petites fenêtres que vous avez dans tout le ciel, vous voyez que la richesse en galaxies de l'univers est absolument stupéfiante. Et puis on peut observer, si on regarde le détail, l'image précédente, si on étudie, ça c'est évidemment une image qui n'est pas aussi nette, pas d'aussi bonne résolution que l'original, mais si on prend l'original, puis on étudie des galaxies très éloignées, typiquement quelques milliards d'années de lumière, donc on les voit telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années dans le passé, on peut détecter la morphologie de ces galaxies. Et puis comme une galaxie qui est à 5 milliards d'années de lumière, on la voit telle qu'elle était il y a 5 milliards d'années dans le passé, on peut étudier l'évolution de la morphologie des galaxies en même temps que l'évolution de l'univers lui-même. Si on voit une galaxie à, disons, 10 milliards d'années de lumière, on la voit telle qu'elle était à 10 milliards d'années. Donc c'était très tôt dans l'âge de l'univers, puisque l'univers a un âge d'à peu près 13,7 milliards d'années de lumière. Juste quelques remarques sur la valeur des missions de maintenance de Hubble et puis tout l'esprit qui régnait dans ces missions. Hubble a toujours été
une grande source d'inspiration avec des objectifs clairs, des équipes talentueuses et motivées pour arriver à atteindre des objectifs. Hubble a toujours été extraordinairement inspirant pour les astrophysiciens, mais également pour les équipes de la NASA et de l'ESA qui ont participé aux missions. Une discipline opérationnelle très stricte dans l'espace et au sol, comme dans le monde de l'aviation. On doit être extraordinairement discipliné et focalisé. Entraînement dans des conditions très réalistes avec un accent mis sur la résolution de problèmes. Vous avez vu l'entraînement dans un milieu aquatique avec des modèles de très haute fidélité. Et puis un esprit d'équipe exemplaire et d'excellente collaboration sol-espace. Ça, c'est le successeur de Hubble qui devrait être lancé vers la fin de l'année. Hubble en a pour quelques années encore, mais à un moment donné, soit des batteries ou gyroscopes tomberont en panne et puis on ne pourra plus l'utiliser. Mais le successeur est en préparation. Il devrait être lancé vers décembre de cette année, donc dans quelques mois. Vous voyez la dimension du miroir du James Webb Space Telescope, 6,50 m de diamètre, miroir segmenté par rapport au miroir de Hubble, 2,40 m de diamètre. Il travaillera dans l'infrarouge pour l'étude d'objets très éloignés et des exoplanètes. Vous avez ici l'avantage de l'infrarouge. Là, vous avez une nébuleuse dans notre galaxie prise dans le domaine du visible et le proche infrarouge avec Hubble. Vous voyez dans le domaine de l'infrarouge, on peut passer à travers des nuages de matière interstellaire. Donc, on a une grande capacité de voir des objets extrêmement éloignés de cette manière. Puis là, on voit les objets qu'on pourra étudier, des objets très éloignés. Là, vous avez le Hubble Deep Field, le premier que j'ai montré, le Ultra Deep Field. On a un Ultra Deep Field infrarouge, donc on peut voir jusque relativement proche du Big Bang qui est tout à droite sur l'image. Et puis le James Webb permettra de voir encore plus loin. Et puis surtout des images qui auront une résolution encore meilleure à cause de la plus grande dimension du miroir. Et puis les exoplanètes. Là, vous avez une illustration d'artiste d'une étoile avec des planètes. Les planètes, on les appelle des exoplanètes si elles sont en dehors du système solaire. Et quand elles passent devant l'étoile, eh bien, elle diminue un tout petit peu la luminosité de l'étoile. Donc, c'est une manière de les détecter. Le James Webb va étudier de très près les exoplanètes, qui est un des grands sujets de l'astrophysique actuelle. Alors, le James Webb ne sera pas situé près de la Terre comme le télescope Hubble. J'ai mentionné 600 km d'altitude. Il sera sur le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Je sais que vous savez tous ce que c'est que le point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, mais je le résume quand même brièvement. Vous avez le Soleil ici au milieu, vous avez la Terre, et le point de Lagrange L2, c'est un point qui est à 1,5 million de kilomètres sur la ligne Terre-Soleil, mais dans la direction de l'anti-Soleil, à partir de la Terre. Et si vous placez un satellite ou un télescope à cet endroit, il va suivre la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Il aura la même période de révolution autour du Soleil que la Terre elle-même. Et puis le télescope de James Webb sera placé à cet endroit avec une grande protection contre la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc lui ne verra que l'espace noir et froid. Il ne sera jamais exposé ni au Soleil ni à la Terre, qui ne rayonne pas beaucoup, mais un peu quand même, et puis la Lune non plus. Et ça permettra d'atteindre une température du télescope de l'ordre de moins 230 degrés centigrades, qui est essentielle pour travailler dans l'infrarouge. Tous les objets qui sont chauds, ils rayonnent dans l'infrarouge. Et si on observe des objets dans l'infrarouge, dans le ciel, qui sont très peu lumineux, et si le télescope lui-même rayonne dans l'infrarouge, ça ne marche pas. Donc techniquement, c'est une belle performance. Et vous allez voir ici ce point Lagrange L2 qui suit le mouvement de la Terre. Il faut imaginer que ces petites boules blanches au-delà de la Terre par rapport au Soleil, c'est le James Webb Space Telescope qui suit la Terre dans son mouvement et qui reste toujours à la même distance et qui est protégé avec cette grande voile de protection contre la lumière du Soleil, de la Lune et de la Terre. Voilà le James Webb. Encore une fois, là, il est un peu replié. Il sera mis dans la fusée Ariane 5 en décembre cette année, si tout se passe comme prévu. Une fois qu'il sera en position sur le point Lagrange L2, le miroir sera mis en place pour occuper la totalité de cette surface de 6,50 m de diamètre. Un programme qui techniquement est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est vraiment le sommet de la technologie, aussi bien mécanique, électrique qu'informatique. Voilà, donc j'ai parlé du successeur de Hubble, mais Hubble est pour l'instant toujours en bonne santé, extraordinairement productif. Chaque semaine, si vous regardez sur le site hubblesite.org,
HubbleSiteOnArmor.org, vous avez quelques images qui sont publiées. Donc c'est un véritable trésor, le télescope Hubble, pour les astrophysiciens, pour le monde scientifique, mais également pour le public, parce qu'il y a d'une part l'information scientifique de ces images, mais la très grande beauté de ces images aussi, vous l'avez vu. Donc voilà, merci pour votre attention. C'est terminé.